Pompéi. La ville mythique, symbole d'une des catastrophes les plus spectaculaires et fascinantes de l'histoire. Un nom pourtant macabre, à l'origine de milliers de morts. Terrassé par l'une des pires manifestations qui soit sur Terre, le réveil d'un volcan. Quand le nuage de cendres vous surplombe, aucune lumière ne passe. C'est le noir total. C'est vraiment l'image des tours jumelles du World Trade Center, une sorte de gratte-ciel au sens propre du terme. 30 km, c'est 3 fois plus haut que l'altitude où volent les avions de ligne. C'est la stratosphère. Que s'est-il passé ce jour du 24 octobre de l'an 79 pour que le Vésuve, ce volcan jusque-là inoffensif, explose? Pourquoi tant de personnes ont-elles été prises au piège? Vous voyez cette colonne s'étirer dans le ciel. Que faites-vous? La réponse, c'est que vous ne savez pas quoi faire. Comment, lentement mais sûrement, la menace grondait sans que la population ne réalise l'ampleur du danger? Les Pompéiens ignorent totalement que le mont Vésuvius est un volcan. Archéologues, volcanologues décryptent avec précision ce phénomène hors norme. Quand le magma crée son chemin, il le fait obligatoirement à travers la roche. On passe au début d'un magma liquide qui contient des gouttelettes de gaz à du gaz qui contient des gouttelettes de magma. C'est incroyablement mouvant. On dirait du liquide, mais ça n'en est pas. C'est vraiment à ce moment-là que les gens ont pris peur. 12 km² de pierres et de cendres volcaniques. Les restes d'une cité antique. Peu importe la décision que vous aurez prise avant, si vous êtes encore là, vous êtes mort. Le récit d'une catastrophe. Cette histoire commence par la fin, sur des ruines. Et plus célèbre du monde, Pompéi. Située à 250 km de Rome, cette ancienne cité romaine n'a pas d'équivalent. Des monuments, des habitations, des peintures et même des corps. Comme si un passé vieux de 2000 ans venait tout juste de disparaître. Pompéi, pour moi, c'est comme un moment figé dans le temps. C'est incroyable de réaliser que cette ville a réellement existé. Avec ses gens, leur vie, leurs histoires au quotidien. Qui n'a pas rêvé de monter dans une machine à remonter le temps? Qui n'a pas rêvé d'appuyer sur le bouton et de se réveiller un instant plus tard à la cour de Louis XIV ou bien dans les rues de Pompéi? Chaque année, 2,5 millions de visiteurs, 3 fois la population d'une grande ville comme Marseille, expérimentent Pompéi. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. En réalité, Pompéi témoigne de tout un pan de notre histoire. Le seul nom de Pompéi signifie désastre pour beaucoup de gens. Mais pour un historien comme moi, cela représente un trésor d'informations sur une société disparue. Pompéi nous a donné énormément d'informations. Il y a peut-être la moitié des choses qu'on connaît aujourd'hui sur la vie quotidienne des Romains qu'on ignorerait totalement s'il n'y avait pas eu Pompéi. Pour comprendre comment de telles richesses ont pu être si bien conservées, il faut remonter le temps 2000 ans plus tôt. Alors qu'ici, une catastrophe d'une ampleur inégalée se prépare. « 24 octobre de l'an 79. Il est 6 h du matin.
Le jour est à peine levé sur Pompéi que déjà le bruit des chevaux et les cris des marchands à l'étalage résonnent dans les rues de la ville. Il faut dire que Pompéi est idéalement située en Italie, au cœur de la baie de Naples. La baie de Naples est une région très importante, non seulement pour l'Italie, mais pour tout l'Empire romain. La majeure partie du trafic maritime de l'Empire passe par le port de Puzzol et fait de la baie de Naples une vaste zone commerciale. Un cadre privilégié qui offre aux 15 000 Pompéiens des conditions de vie agréables. On vient d'ailleurs de loin pour faire commerce et vivre à Pompéi. Pompéi est une ville qui bruit de 1000 dialectes, de 1000 langues. Les gens sont méditerranéens, ils sont très bruyants, ils sont très expansifs. C'est une ville très cosmopolite. Toute proportion gardée, Pompéi, c'est un peu le Hong Kong de l'époque. Les rues sont pleines de gens qui vont, qui viennent, qui vont dans les tavernes, qui vont vers le port, qui échangent des marchandises. On trouve des marchands de légumes, de fruits, on trouve des blanchisseurs, on trouve des teinturiers, on trouve des quincailliers, on trouve des restaurants, on trouve des fast-food qui sont des petits bistrots de Carrefour. Et il est certain que cette vie très animée se déroule le jour et une bonne partie de la nuit. Pour les noctambules, pas de problème. Le boulanger ouvre chaque matin aux aurores. Au confort de la ville s'ajoute le charme de la campagne environnante, la Campanie. La Campanie, c'est une sorte de, on pourrait dire presque de paradis. Il y a tout qui pousse parce qu'on est dans une terre qui est fertilisée naturellement, il y a du soleil, il y a aussi de l'eau, et donc on est dans une sorte de verger de l'Italie où il y a énormément de vignes, on a du blé, on a de l'élevage, on est vraiment donc dans finalement un pays de cocagne. Un tableau idyllique auquel il faut ajouter la présence d'une montagne bienfaisante, comme le croient les Pompéiens, le mont Vésuvius. Il est situé à une dizaine de kilomètres au nord-ouest de la ville. Il est beaucoup plus grand que celui que nous connaissons aujourd'hui. Avec ses 2000 mètres de haut et sa superficie de 198 km², soit près de 2 fois la taille d'une ville comme Paris, le Vésuvius s'étire dans l'horizon de Pompéi. Imposant et majestueux. Le Vésuve, c'est une divinité. Et c'est une divinité qui est très favorable parce que les pentes du Vésuve sont très fertiles. Puisqu'il est bénéfique aux Pompéiens, le Vésuvius fait partie intégrante de la vie quotidienne au point d'être l'objet de multiples représentations sur les murs des maisons. On a une peinture du Vésuve qui est tout à fait extraordinaire, qui nous montre le Vésuve protégé par Bacchus, qui protège les vignobles. Il est très intéressant de voir sur cette peinture que le Vésuve est représenté avec un sommet et pas un cratère. Les Pompéiens ignorent totalement que le mont Vésuvius est un volcan. Le Vésuve n'est pas n'importe quel volcan. Vieux de 20 000 ans, il a déjà explosé 4 fois, ce qui lui a donné sa forme conique gigantesque. Jasmine Scarlett est professeure de géologie à l'université de Newcastle en Angleterre. Fascinée par les volcans, elle en a étudié les différents types. Le Vésuve est un stratovolcan. C'est le type de volcan le plus répandu. Il est plus haut et plus pointu que les autres. Sa forme est due à l'accumulation des précédentes éruptions, des couches et des couches de lave et de cendres. Progressivement, éruption après éruption, il s'est formé ce qui en fait un des volcans les plus gros et les plus destructeurs. Le problème est qu'à Pompéi, aucun homme n'a jusque-là recensé son activité. Pas d'écrit, pas de mémoire. Ils ont beau vivre à ses pieds, les Pompéiens ignorent tout du Vésuvius.
La dernière éruption du Vésuve remonte à peu près vers 1800 avant Jésus-Christ. Il y a 2000 ans environ. Il est donc totalement impossible qu'ils aient le moindre souvenir d'une éruption. Sans le savoir, les Pompéiens sont assis sur une véritable poudrière. Leur montagne bienfaisante n'est en réalité que la partie émergée d'un monstre. Une chambre magmatique située 8 km plus bas. Une poche de roche visqueuse portée à 1000 degrés Celsius, étendue sur près de 650 km², 55 fois plus grande que la ville de Pompéi. En surface, rien ne montre que cette chambre magmatique existe, si ce n'est de fréquents tremblements de terre, mais ça, les Pompéiens y sont habitués. Ils le sont d'ailleurs tellement qu'en 62, 17 ans plus tôt, une secousse a détruit une partie de la ville sans qu'ils ne se doutent de quoi que ce soit. L'activité sismique est très importante et il y a beaucoup de dégâts. On peut le constater aujourd'hui dans les ruines des maisons. On voit qu'elles ont souffert de ces secousses. Monuments, maisons, toute la ville a été impactée. Mais les Pompéiens ignorent que ces secousses puissent être l'œuvre d'un volcan et encore moins d'une chambre magmatique. Ils savent qu'il y a un problème, mais ils n'ont absolument aucune idée, c'est très important de le rappeler. Ils ne savent absolument pas qu'une éruption peut se produire. Pourtant, ces secousses sont les signes précurseurs d'une future éruption. Tout se passe dans la chambre magmatique. La chambre magmatique est alimentée par en dessous, elle se remplit de magma. Plus il y a de magma, bien sûr, plus il y a de pression, plus le magma a tendance à sortir. Le magma et les gaz qui sont dans cette poche se dilatent, mais ils ne trouvent pas comment s'échapper. On se retrouve alors avec un phénomène de surpression. Et quand cela arrive, c'est là que les problèmes commencent. En effet, portée à 1000 degrés, la roche dégage d'importantes quantités de gaz. Comme ils ne peuvent s'échapper, ces gaz s'accumulent et font grimper la pression. À l'intérieur de la chambre magmatique, l'atmosphère est de 36 000 bars, 36 000 fois plus pesante que celle que nous connaissons sur Terre. Et le problème, c'est que cette pression phénoménale a des conséquences sur son environnement. Clive Oppenheimer est volcanologue à l'université de Cambridge. Il sait que passé un certain stade, la chambre magmatique trouve inévitablement une issue. À un moment, la pression est suffisante pour fragmenter la roche qui est au-dessus. Et alors, le magma peut commencer son ascension et trouver son chemin vers la surface. C'est exactement ce que les Pompéiens ont connu au moment du tremblement de terre de 62. Soumise à une pression phénoménale, la roche qui entoure la chambre magmatique se fragmente par endroits. Il suffit alors d'une simple brèche ou d'une simple infiltration dans cette roche pour que le magma s'y engouffre. Un mouvement si violent qu'il fait trembler la terre. Le signal d'alerte au Vésuve, comme pour les autres volcans, c'est le tremblement de terre. Il n'est pas dû au mouvement des plaques tectoniques, mais à l'agitation du magma qui se déplace sous terre et qui pousse la roche en essayant de se frayer un chemin vers la surface. Et à chaque fois qu'il pousse la roche, il provoque des secousses. Il faut garder à l'esprit que ce sont des profondeurs énormes, avec des pressions énormes. Tout est comprimé, il n'y a pas d'espace libre, pas de vide. Donc quand le magma crée son chemin, il le fait obligatoirement à travers la roche. Les Pompéiens subissent stoïquement ces tremblements de terre. Ils sont si inconscients du danger que toute la ville redouble d'efforts pour rester là, sur ces terres. Grâce au travail de fouilles mené sur le site historique, les scientifiques sont capables de reconstituer avec précision
Les derniers instants de la vie des Pompéiens. Jean-Pierre Adam est archéologue. Au cours de ses nombreuses missions, il a constaté que malgré les secousses de 62, Pompéi reste une ville très attractive. On s'aperçoit que dans un grand nombre de maisons d'habitation, certaines même luxueuses, des négociants, des artisans, des marchands vont s'installer. Autrement dit, il y a un accroissement du volume d'activité marchande et commerciale dans la ville. On sait qu'il y aura d'autres tremblements de terre et pour autant, la richesse de la terre campanienne est telle que personne ne veut vraiment quitter cette région ni quitter Pompéi. Et comme si cela ne suffisait pas, les croyances religieuses s'en mêlent. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Nous, on a ça, on a des sismographes, on sait comment les choses se passent, on a des éléments d'alerte. Les Romains les ont, mais ils n'ont pas la grille de lecture. Eux, leur grille de lecture, c'est de dire, c'est les dieux. Les Pompéiens, aveuglés par leurs croyances, n'ont aucune conscience qu'une catastrophe se prépare. Et pour nombre de ceux qui verront la chambre magmatique surgir, il sera trop tard. « 24 octobre 79, 10 h. Pour les 15 000 Pompéiens, ce début de journée est on ne peut plus normal. Tout semble se dérouler normalement. Les blanchisseries fonctionnent, les restaurants fonctionnent, il y a des marmites de soupe qui sont en train de chauffer sur les réchauds. Dans les maisons, il n'y a pas de précautions particulières. Donc, on n'a pas de traces de gens qui semblent craindre quelque chose, une nouvelle catastrophe. À ceci près que depuis quelques minutes, des bruits étranges paraissent venir de la montagne. Jean-Noël Robert est historien. Ses connaissances lui permettent de détailler avec précision ce jour du 24 octobre 79. La matinée se passe donc dans l'effervescence, j'allais dire, habituelle, malgré un certain nombre quand même de grondements. Dans les textes, on trouve même le terme de mugissement. Concrètement, les choses sont plus graves que d'habitude. Les bruits sont plus sourds, sont plus importants. Comme en 62, la colère des dieux semble refaire surface. Pas une seconde, les Pompéiens ne se doutent que leur montagne est en réalité entrée dans une phase critique. Le compte à rebours avant son explosion est lancé. Ce que les Pompéiens ignorent à ce moment-là, ils ne peuvent pas le savoir, c'est que la chambre magmatique est pleine et va donc exploser. Et là, la montagne devient complètement hors de contrôle. Les scientifiques parlent de crise sismo-volcanique ou de trémor. Sous l'effet de la pression, 2,5 milliards de mètres cubes de lave ont quitté la chambre magmatique et parcouru 10 km dans la cheminée, le conduit des anciennes éruptions. Un gigantesque bloc rocheux appelé bouchon les sépare encore de la surface. Il ne reste que quelques minutes avant qu'il ne cède. Vers midi, au moment donc où les gens sont en pleine activité, tout le monde est dehors, la montagne, cette fois, se met vraiment à gronder. C'est un rugissement. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument exceptionnel. On n'a jamais vu ça. Donc forcément, c'est un dieu qui manifeste son mécontentement. Des chercheurs ont récemment étudié ce phénomène sonore qu'ils ont baptisé les cris du volcan. Ils sont même parvenus à l'enregistrer. Un rugissement caractéristique de la crise sismo-volcanique que les Pompéiens entendent très certainement en cet instant du 24 octobre 79.
peut imaginer que tout se fige, que les gens doivent s'interroger du regard, savoir ce qui se passe, certainement aller courir du côté des temples, du côté des autels, pour supplier les dieux d'épargner les Pompéiens. 13 h. À Pompéi, l'heure est au déjeuner et aux loisirs. Alors que de nombreux spectateurs sont au théâtre, que certains continuent de faire leurs courses dans les rues de la ville, ou que d'autres prient les dieux de calmer leur colère, les cris s'intensifient. Quand soudain, un bruit assourdissant jaillit des hauteurs du Vésuve. Généralement, au début d'une éruption volcanique explosive, un boom fort et assourdissant retentit. Cela arrive quand des éléments très chauds rencontrent des éléments très froids. Le tout crée une réaction physique. L'air se dilate si violemment qu'il dépasse le mur du son. Le bruit, c'est insupportable. Ça devait être monstrueux. Pour certaines éruptions au Krakatoa en 1883 en Indonésie, on l'a entendu jusqu'en Australie. Donc il y a des milliers de kilomètres de là, quoi, les grosses éruptions. Donc ça fait un bruit énorme. Ce que les Pompéiens viennent d'entendre est la toute première phase de l'éruption du Vésuve. Dans le cratère, la deuxième phase se prépare. Alors qu'il vient tout juste de percer les derniers mètres de roche, le magma explose au contact de l'atmosphère. Quand le magma s'élève vers la surface, un processus hors de contrôle démarre. Au cours de la montée, tous les composants dissous comme le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau, le soufre entrent en effervescence. Ils créent des bulles qui dilatent le magma encore plus. Et cela accélère son ascension. C'est la loi dite de Marriott-Boyle. Libéré dans l'air, le gaz contenu dans le magma se dépressurise. Il se dilate et gagne en volume. On dit qu'il se détend. Poussé par un gigantesque dégazage, la roche en fusion est alors comme éjectée du volcan. Dans notre vie quotidienne, on peut comparer cela à une bouteille d'eau gazeuse ou une bouteille de champagne. Quand on débouche la bouteille, plein de bulles apparaissent. Comme elles sont moins denses que le liquide, elles remontent, puis une mousse se forme à la surface. C'est le processus de dégazage. Ce phénomène explosif est amplifié par la viscosité du magma. En clair, plus le liquide magmatique résiste aux bulles de gaz, plus la force de l'explosion est intense. Résultat, à la sortie du cratère, la lave ne coule pas du volcan. Elle est comme pulvérisée et projetée hors de terre en des milliards de morceaux. On passe au début d'un magma liquide qui contient des gouttelettes de gaz à du gaz qui contient des gouttelettes de magma. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fragmentation du magma et c'est capital en volcanologie puisqu'on passe d'une phase effusive à une phase explosive. Donc si on a ce phénomène, on a effectivement une explosion, il ne sort pas une coulée de lave, il sort des projections qu'on appelle souvent des téphras, c'est un mot grec qui veut dire cendre, formées de blocs ou de cendres de taille qui vont de quelques microns à quelques mètres. Il est 13 h passé de quelques secondes. Aucun des Pompéiens n'a jamais vu un tel spectacle. L'image est inédite et la confusion gagne très vite les esprits. Imaginez, vous voyez cette colonne s'étirer dans le ciel. Que faites-vous? La réponse, c'est que vous ne savez pas quoi faire. Les habitants n'ont jamais vu cela. C'est inconcevable pour eux. Comment une montagne peut jeter des fumées comme ça et des matériaux qui retombent? Ils sont loin, certes, mais ils voient tout ça. Il y a des dizaines de réactions possibles. Faut-il rester?
Faut-il s'enfuir? Les Pompéens laissent en place toutes leurs affaires. Certains quittent les lieux, d'autres cherchent un abri. Conservés par les résidus volcaniques, quantité de détails permettent aux archéologues de voir cet instant comme si c'était hier. On a des gestes interrompus. On a trouvé chez un tailleur de pierre, il y avait ses outils en place, il était en train de préparer une statue et il dégrossissait un bloc de marbre en le sciant pour réduire son volume. Et l'acier est engagé encore dans le bloc de marbre. Donc il a lâché l'outil, il est parti. Donc on est vraiment dans l'interruption du geste. C'est quelque chose de terriblement émouvant et de terriblement proche. On rentre dans la pièce et on se dit mais il est parti quand? Plus surprenant encore, le boulanger de la ville interrompu en plein travail. Sans le savoir, il laisse pour toujours derrière lui une trace indélébile de sa fuite. Il enfourne ses 80 boules de pain, il met la porte de fer, éruption, et évidemment, il n'a pas rouvert la porte. On a ouvert la porte, les 80 boules de pain étaient là. Aussi spectaculaire soit-elle, l'éruption du Vésuve n'a pas encore fait de victimes. Mais malheureusement, ni les 15 km qui les séparent de la montagne, ni les dieux ne protégeront les Pompéiens de leur sort tragique. Tout cela à cause d'un simple élément. « 13h15, un quart d'heure après le début de l'éruption. Le Vésuve continue de vomir sa fumée noire. Mais plus impressionnant encore que le jaillissement du cratère, la colonne de cendres qui se dresse à perte de vue au-dessus du volcan. Elle s'est développée à une vitesse prodigieuse, grâce au phénomène dit d'entraînement. Naturellement, l'air chaud est plus léger que l'air froid. Quand la colonne de matière volcanique est projetée hors du cratère, elle entraîne avec elle l'air froid situé sur ses flancs. Tous ces éléments incandescents absorbent l'air provenant de l'extérieur et ils le réchauffent. Ça se met à monter comme une montgolfière. Les volcanologues étudient la quantité de matière introduite dans l'atmosphère. Dans le cas d'une éruption comme celle-là, on parle de dizaines de millions de kilos par seconde. En seulement quelques minutes, la colonne noire et opaque atteint 30 km d'altitude. 30 km, c'est 3 fois plus haut que l'altitude où volent les avions de ligne. C'est la stratosphère. Dès qu'une éruption est stratosphérique, ce qui est le cas de celle du Vésuve, elle devient très importante pour nous les volcanologues parce qu'elle peut avoir un impact également climatique et puis recouvrir bien sûr une grande région. Donc on passe, c'est une autre catégorie, comme on dirait en judo, d'éruption. Pour s'en rendre compte, une image. Prise depuis l'espace, l'éruption du pic Sarytchev en 2009 sur une île isolée de Russie montre une colonne semblable à celle de Pompéi. Mais pas seulement. Au bout de l'immense phénomène, un nuage stratosphérique prend forme. C'est lui qui va entraîner les Pompéiens à leur perte. Une fois que la colonne a atteint cette altitude, elle commence à s'étendre de tous les côtés, comme un champignon. Sans que les Pompéiens ne réalisent la vitesse de son développement, le champignon gagne tout l'espace aérien. Il est 14 heures. La ville bascule dans l'obscurité. En l'espace de 2 heures, 3 heures, enfin, c'est très rapide, la nuit va s'établir. C'est-à-dire que le soleil va être complètement caché et qu'il va faire nuit noire. Les Pompéiens n'ont rien vu venir. La colonne de cendres, qui se trouvait face à eux, est désormais située au-dessus de leur tête.
Quel moment étrange. Des milliers et des milliers de gens complètement désorientés qui se demandent « mais que se passe-t-il ? Comment fuir ce cauchemar ?» On peut imaginer qu'ils sont complètement terrifiés par ce phénomène extraordinaire et complètement inattendu. Dans un moment pareil, tout est remis en question, même sa propre existence. Votre vie défile devant vos yeux. « 15 heures. Pompéi a comme disparu dans les ténèbres. C'est une obscurité très profonde. Ce n'est pas comme une nuit noire sans lune, où vous avez toujours la lumière des étoiles. Quand le nuage de cendres vous surplombe, aucune lumière ne passe. C'est le noir total. Ça vous prend aux tripes. C'est très inquiétant. 16 heures. Il n'est désormais plus possible de fuir la ville. Au milieu d'une éruption, on cherche un endroit sûr. Certains se précipitent chez eux. Ils pensent que la protection la plus efficace est de se cloîtrer. Le toit des maisons offre un peu de répit à ceux qui ont trouvé refuge à l'intérieur. Mais plus pour longtemps. Car ce que personne ne sait à cet instant, c'est que dehors, le vent a tourné. Au sommet du nuage, un courant de haute altitude souffle désormais en direction du sud-est. Résultat, le champignon tout entier surplombe Pompéi. Plus inquiétant encore, il commence à se décharger de son contenu. Et il va rapidement ensevelir toute la ville. Des pierres. Des millions de tonnes de pierres tombent sur Pompéi. Au départ inoffensifs par leur petite taille et leur légèreté, ces cailloux, appelés pierres-ponces, s'abattent par milliards. Un terrible déluge qui prend de court tous les Pompéiens. C'est le début d'un engrenage infernal. Les pierres-ponces commencent parce que on sait que les gens sont obligés de se protéger avec des coussins qui se mettent sur la tête, ou des couvertures pliées qui se mettent sur la tête. C'est vraiment à ce moment-là que les gens ont pris peur, à cause des chutes de pierres-ponces. Elles tombent dans les rues, dans les jardins, sur les toits. C'est aussi là que les gens ont commencé à mourir. Imaginez dans la ville à quel point c'est terrifiant. Cette pluie de cendres qui tombe du ciel, ce noir absolu où on ne peut rien voir. Probablement que si vous tentez d'allumer une bougie, elle s'éteint aussitôt. Alors là, c'est l'affolement général, c'est la panique. Tout le monde court dans tous les sens. Ça sent énormément le soufre, ça sent mauvais. Les gens courent, les gens vont, se bousculent. Il y a certainement beaucoup de gens qui meurent dans la foule. Il y a aussi des pierres énormes, des colonnes qui s'abattent, des pierres de taille qui s'abattent aussi au sol. On a retrouvé récemment un Pompéien qui a été frappé dans sa course et écrasé par un bloc énorme qui lui est tombé dessus. « 21 heures. 7 heures après le début de l'éruption, les Pompéiens voient leur environnement transformé en enfer. La ville est peu à peu ensevelie. Le problème des pluies de pierres-ponces, si on prend des pierres-ponces sur la tête, ça pose pas de problème. Le problème, c'est qu'à certains endroits, on a 3 mètres. Claudio Scarpati est volcanologue à l'université de Naples. Il a reconstitué toutes les phases de l'éruption à Pompéi.
Que se passe-t-il? Les Pompéiens, s'ils regardent autour d'eux, ils sont sous cette cape noire, dans une ville qui leur devient complètement étrangère, et en quelques heures, à moitié ensevelie par la pierre ponce. Cela signifie également que dans les premières heures, il devient difficile de se déplacer dans la ville, de s'en éloigner, parce qu'ils sont obligés de marcher sur ces pierres. Sur les 15 000 Pompéiens qui ont tenté de fuir, 2000 sont pris au piège. Entre 1300 et 1400 personnes sont encore dehors, mais elles vont très vite succomber sous l'avalanche de pierres ponce. Beaucoup des corps qu'on a retrouvés sont au milieu des couches accumulées. Cela veut dire que sous eux, il y a déjà un manteau de pierre volcanique d'environ 4-5 mètres. On les a retrouvés au-dessus de cette couche. En fait, ils ont fui leur maison pensant qu'ils seraient plus en sécurité dehors. Mais les choses sont allées de pire en pire. Pour les autres, qui se sont réfugiés chez eux, il y a probablement au moins 700, 800 personnes qui sont encore à Pompéi, cachées dans des maisons en attendant que cela se termine. Un phénomène bien plus terrible encore que les pierres ponce arrive. Minuit, 10 heures après l'éruption. La ville de Pompéi étouffe sous les mètres de pierre ponce. L'ensevelissement est total et avec lui, le bruit des roches sur les toits s'interrompt. Le calme avant la tempête. Car le pire ne s'est pas encore abattu sur la ville. Il est 6 heures du matin. Après le déluge de pierre ponce, elle arrive. C'est une nuée ardente, aussi appelée coulée pyroclastique. Et elle va dévorer littéralement Pompéi. Victime de son volume et de son poids, l'immense colonne éruptive s'effondre sur elle-même. Tout ce qui était alors projeté depuis des heures vers le haut fonce désormais en direction du sol. Comme finalement un gratte-ciel qui s'effondre, c'est vraiment l'image des tours jumelles du World Trade Center. Par son propre poids, cette colonne énorme constituée de gaz toxiques, de rochers qui ont été propulsés, et bien cette énorme colonne s'effondre sur elle-même et retombe sur la Terre. Filmé sur les pentes du mont Hunsen au Japon, une coulée pyroclastique montre toute sa puissance. C'est Hiroshima, c'est finalement une espèce de flash qui va faire disparaître toute vie qui pouvait encore subsister dans cette vaste zone qui a été touchée par l'éruption. Comme à Pompéi, le nuage progresse à près de 100 km/h. Son contenu de gaz et de cendres volcaniques avoisine les 300 degrés Celsius. Rien, ni personne, ne peut lui barrer la route. C'est incroyablement mouvant. Ça ressemble à du liquide, mais ça n'en est pas. C'est fait de poussière et de roches incandescentes. Mais ça se comporte comme un fluide. Ça suit les reliefs et se jette dans les vallées. C'est très chaud, plusieurs centaines de degrés. Et ça se déplace très rapidement, à plus de 100 km/h. La coulée pyroclastique n'est plus qu'à 1 km de là. Il est trop tard. Peu importe la décision que vous aurez prise avant, si vous êtes encore là, vous êtes mort. Plus que 600 mètres. Non, on ne s'échappe pas. Même si on s'enferme, ça arrive toujours à passer par un endroit ou un autre. Ça va très vite. 400 mètres. Une nuée ardente, ça constitue un risque volcanologique humain majeur. On va dire que quelqu'un qui est sur le trajet d'une nuée ardente va mourir malheureusement. Toute fuite est illusoire, il n'y a pas de survivants. 200 mètres. Les derniers Pompéiens encore vivants ne le savent pas encore.
mais ils sont condamnés à une mort atroce. Et on dit que malheureusement, les personnes meurent 3 fois. Pourquoi? Parce que d'abord, la nuit ardente est précédée d'une onde de choc. C'est un peu comparable à une explosion atomique. Et cette onde de choc assomme les gens, peuvent faire exploser les corps. Ensuite, il y a toute la poussière. L'air est irrespirable, le gaz et la poussière, donc les gens meurent d'asphyxie. Et puis ensuite, les gens sont brûlés, parce que la nuit ardente fait entre 100 et 500 degrés, donc les corps sont carbonisés. 100 mètres. Ce n'est plus qu'une question de secondes. Dans un dernier élan, des Pompéiens cloîtrés dans leurs abris tentent de fuir, mais il y a un problème. On voit que les gens sont affolés, ils veulent sortir, mais la couche de Lapilly est telle qu'ils ne peuvent plus sortir dans la rue. Ils essayent de gagner le jardin, on voit qu'ils essayent de détruire le mur, mais les Lapilly coulent dans la maison, donc ils se réfugient dans les chambres du fond. Puis vient le moment où ils savent qu'ils vont mourir. C'est terminé pour eux, ils ont les derniers gestes. On ne cherche même pas un geste de dignité, on cherche à survivre le plus longtemps possible en se protégeant le visage, en mettant un linge sur la bouche. Par exemple, il y a plusieurs personnes qui tendent un linge sur la bouche en sachant très bien que malheureusement, ça ne les sauvera pas. Ni l'éruption explosive, ni la colonne volcanique et son déluge de pierres ponces n'auront été aussi inéluctables. Où qu'ils soient, les Pompéiens encore vivants périssent. « 25 octobre de l'an 79, 10 h du matin. Une journée à peine après le début de l'éruption. Aujourd'hui, 2000 Pompéiens sont morts. Ni tombeau, ni cérémonie. Ils sont là, figés dans la pierre volcanique, parfois jusqu'à 6 mètres de profondeur. Le manteau de roche a tout englouti. Les rues, les maisons, les monuments. Effacé, Pompéi va progressivement tomber dans l'oubli, au point d'être totalement sorti des mémoires 1600 ans plus tard. On a des inscriptions, on a des textes qui nous parlent d'une ville qui s'appelle Pompéi, mais plus personne ne sait où c'est. On sait que c'est en Campanie, mais ça n'existe plus. Rayé de la carte, purement et simplement. Pourtant, la ville existe toujours. Et c'est la découverte de simples statues dans un champ qui va la révéler au grand jour. « 1709. Alors que Pompéi a complètement disparu, des plaques de marbre, puis des statues refont surface sur les terres de l'ancienne cité. C'est le début d'une extraordinaire découverte. Les archéologues réalisent qu'un trésor est dissimulé sous leurs pieds. Que pouvons-nous savoir des personnes qui vivaient il y a 2000 ans? Il faut une catastrophe telle qu'une éruption volcanique pour nous donner des preuves tangibles. Là, on peut voir, ressentir, comprendre ces gens grâce à l'extraordinaire préservation due à l'éruption. Et c'est là tout le paradoxe. Ce qui détruit, préserve. Tels des chercheurs d'or, les archéologues creusent la terre volcanique et découvrent des traces inestimables de l'histoire. Des maisons quasi intactes, des fresques, des objets de la vie quotidienne, mais aussi d'étranges cavités à forme humaine. Les corps humains, les corps des animaux vont être moulés par cette cendre extrêmement fine qui prend un moulage très fidèle. Par la suite, de l'humidité va pénétrer dans le sol, ces cendres volcaniques vont se concrétiser, donner naissance à ce qu'on appelle le tuf volcanique, est une roche, et elle va se pétrifier. Mais elle va se pétrifier en gardant l'empreinte des corps qu'elle a enveloppés. Les corps eux-mêmes, les matières organiques, surtout les animaux et les hommes,
vont se rétrécir, mais l'empreinte va demeurer. Ces cavités reproduisent la forme exacte des Pompéens au moment où la coulée pyroclastique les a engloutis, les figeant à jamais dans leur dernier geste. Désormais, on va couler du plâtre. Dès qu'on trouve une cavité, on ouvre la terre et on a le moulage parfait des meubles, des êtres humains, des animaux qui ont été ainsi moulés par la cendre volcanique. Ça touche l'humanité finalement en Pompéi, parce que ces moulages nous parlent de la souffrance des hommes du dernier instant. C'est vraiment ce que ces terribles corps pétrifiés nous montrent. Ils montrent des gens pris d'une peur épouvantable, qui luttent et qui souvent se cramponnent les uns aux autres. C'est ce que les gens font face à la mort. Quand ceux qu'ils aiment sont près d'eux, ils s'unissent. C'est des témoignages qui parlent au-delà de Rome et de cette tragédie qui nous touche tous, même 2000 ans après. Pompéi fascine. Pourtant, à mesure que les années passent, l'inquiétude grandit sur le site. Car derrière son apparente tranquillité, le mont Vésuvius, toujours là, reste l'un des volcans les plus actifs de la planète. Aujourd'hui, des milliers de touristes arpentent le Vésuve quotidiennement. Pourtant ici, comme dans le reste de la région napolitaine, la situation affole les scientifiques. Aujourd'hui, le Vésuve est dans une région très habitée. La dernière éruption date de 1944, elle a été plus modeste et depuis plus rien. Mais on sait que le magma continue à se produire sous le Vésuve, donc un stock qui s'accumule. Donc il est évident pour mes collègues volcanologues italiens qu'une éruption arrivera tôt ou tard au Vésuve. La menace est telle qu'un centre d'observation lui est spécialement dédié. Francesca Bianco en est la directrice. En cas de problème, c'est elle qui doit alerter les autorités. Nous sommes dotés d'un appareillage géochimique complet qui mesure non seulement les caractéristiques des eaux sur les pentes du Vésuve, dans les fosses, mais aussi d'un système caméra qui surveille les fumerolles à l'intérieur du cratère. Le volcan est extrêmement surveillé, avec une sorte de check-up en continu qui mesure la quantité de gaz qui s'en échappe, sa composition, les secousses même infimes et ses variations structurelles. Il y a de fortes chances pour que le Vésuve entre à nouveau en éruption. Le danger est permanent et pousse les autorités à surveiller la zone constamment. Et si le volcan est autant scruté, c'est qu'il trône au-dessus d'un territoire fortement urbanisé. Sur les 3 millions d'habitants que compte la région, 700 000 résident dans ce qui est appelé la zone rouge. Un territoire de 200 km², soit 2 fois la taille d'une ville comme Paris, directement exposé aux colères du volcan. Il existe des plans mis au point par la protection civile. Ils montrent la procédure et le temps nécessaire pour faire évacuer toute la population de la zone. Mais la question est quand ? Quand cette éruption aura-t-elle lieu? Malgré les centaines de capteurs qui le surveillent, impossible de répondre à cette question. Les volcanologues ont fait d'énormes progrès pour anticiper et prévoir. Mais même eux ne peuvent savoir quand aura lieu une éruption. Sauf si ça vient de commencer. Là, ils peuvent vous le dire. Mais ils ne seront pas capables de dire « dans 2 ans, il y aura une éruption ». C'est impossible. Si on pense à la prochaine éruption du Vésuve ou même d'un autre volcan, on ne sait pas comment ça va se passer. On peut juste dire, généralement, le vent souffle dans cette direction. Cette zone a donc plus de chances d'être touchée. Mais bien sûr, on ne peut pas vraiment le savoir tant que l'éruption n'a pas commencé et qu'on connaisse la météo de ce jour-là. Pour les 700 000 habitants de la zone rouge, le danger est donc bien réel.
Si le Vésuve montrait des signaux d'alerte, la population n'aurait alors que quelques jours ou peut-être que quelques heures pour tout quitter. Je dirais que c'est la chose la plus délicate. Quand on voit un volcan s'agiter, qu'il y a des séismes et même de petites explosions avec de la fumée ou autre, on ne peut pas affirmer que cela va mener à une grosse éruption. Ça arrive peut-être une fois sur 10. Et c'est ça le problème. Est-ce que vous faites évacuer 1 million de personnes quand vous n'êtes pas sûr de ce qui va se passer? C'est la première chose à laquelle on pense quand on parle de Pompéi. Particulièrement pour nous, archéologues et volcanologues. On voit Pompéi comme la preuve du pouvoir destructeur d'un volcan et à quel point il peut être dangereux. Comment cette vie qu'on s'est créée peut être anéantie en un instant. Vestige de l'histoire, Pompéi rappelle aux hommes la toute-puissance des volcans. Un danger invisible, mais bel et bien concret, capable d'éclater à tout moment et de surprendre autant que ce jour du 24 octobre de l'an 79.